Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain Franck Thillier. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'internet, ça n'existait pas, donc il y avait ce livre qui était là. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens se battent pour continuer à transmettre ça à des jeunes, parce que pour les jeunes, ce qui vient en premier, nous quand on était plus jeunes, c'était plutôt des livres. Eux, c'est des téléphones, des tablettes, et donc il faut que le livre aussi, papier, arrive aussi parmi tous ces objets. Franck est l'un des maîtres actuels du polar à la française. Avant de devenir écrivain, il était ingénieur, expert en nouvelles technologies. Ce qui explique peut-être son goût pour les intrigues complexes et pleines de surprises. Son passé scientifique est présent dans tous ses livres et nourrit avec précision les enquêtes de ses héros, presque aussi torturés que les tueurs qu'il pourchasse. Son dernier roman s'intitule Le manuscrit inachevé et vient de sortir aux éditions Fleuve. C'est sans doute l'un des plus diaboliques, l'histoire d'une star du polar, elle-même victime d'une terrible machination. C'est sombre, violent, parfois insoutenable, et pourtant, vous aurez du mal à décrocher avant la dernière page. Bonjour Franck Thillier. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien, ouais, on va parler un petit peu de littérature ensemble. Alors ce podcast, il s'appelle « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est un peu un rituel pour moi avec chacun de mes invités. Je leur pose la question, est-ce que vous pensez que les gens qui lisent sont plus heureux ? Oui, je pense que la littérature et la lecture n'apportent que des ondes positives, on va dire, parce que c'est l'évasion, la lecture, c'est le voyage, c'est aller sur d'autres horizons, c'est s'évader et puis se couper un peu finalement de tout ce quotidien dont il y avait énormément de mauvaises nouvelles. Hein. C'est vrai que les mauvaises nouvelles nous assomment un peu. Donc voilà, se plonger dans un livre, c'est se couper de ce monde-là un certain temps et puis passer du bon moment, je pense, avec des imaginaires de romanciers. Alors on va parler de vous en tant que lecteur. Je vais faire une petite parenthèse déjà sur vous en tant qu'écrivain. Vos livres, je ne peux pas dire qu'ils rendent vraiment heureux. En tout cas, ils ne racontent pas des histoires très, très joyeuses. Et pourtant, c'est un plaisir de les lire. Est-ce que ce n'est pas ça un peu le challenge de l'écrivain, de thriller que vous êtes ? C'est donner du bonheur tout en racontant des choses horribles. Oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très surprenant quand les lecteurs viennent vous voir, qui lisent ces histoires très sombres et qui disent « mais j'ai passé un excellent moment de lecture ». Un pur bonheur. Moi, ça m'a toujours surpris, donc j'essaie de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a cette volonté de se couper un peu du monde dans lequel on vit. Il y a aussi vivre une peur dont on sait qu'on ne craint rien. En fait, c'est-à-dire qu'on est tranquillement chez soi, et puis on va vivre le frisson avec un bon livre. Et puis on sait qu'a priori, on ne risque rien. Et donc ça procure, ça va dégager en fait. Je pense dans le cerveau, il y a des glandes qui vont s'activer, qui vont aller toucher le centre du plaisir. Parce que moi qui ai fait un peu de recherche sur le cerveau, le centre du plaisir et le centre de la peur sont extrêmement proches. Donc les transitions entre l'un et l'autre se font facilement. Et donc les gens qui se font peur et qui savent qu'ils sont en sécurité, en fait, ils ressentent du plaisir. Et je pense que c'est un peu le paradoxe de ce genre de lecture-là, qui est le thriller, le roman policier, c'est-à-dire finalement on prend du plaisir à se faire peur. Alors, avant d'être écrivain, vous avez été lecteur, vous êtes toujours lecteur. Moi, j'aimerais connaître un peu votre parcours de lecture. Certains auteurs que je rencontre m'expliquent qu'ils ne se sont pas forcément mis à la lecture très jeunes. Vous, c'est venu quand ? Moi, c'est venu surtout dans l'adolescence, c'est-à-dire la jeune adolescence, quand j'avais 12-13 ans. Je viens du nord de la France, un milieu plutôt ouvrier à la base, et mes parents, ma famille, c'était pas des gros lecteurs. On trouvait pas les livres facilement à la maison. Et donc finalement, je les ai découverts par moi-même, un peu par hasard, en me promenant sur les brocantes. Tiens, il y a une couverture qui m'a attiré. Et c'est comme ça que j'ai démarré à lire. Alors, plus jeune peut-être avec les bibliothèques vertes et roses, mais vraiment en tant que vrai lecteur, consommateur de livres, ça a commencé à 12-13 ans avec les romans de Stephen King. J'ai plongé dans son univers, dans son imaginaire, et je ne l'ai plus lâché. C'est comme ça que je me suis mis à adorer, me couper un peu du monde et me plonger dans ces histoires effrayantes, parce que je trouvais ça fascinant, on en a parlé, mais
justement d'avoir cette espèce de peur qui vous prend aux tripes, et je me demandais mais comment il fait pour me procurer ce frisson-là. Et voilà, et c'était des moments extraordinaires, alors qui m'ont fait très peur, parce que on est à un âge quand même où on est très sensible à la peur, on est très émotif, donc j'ai eu des vrais moments de frayeur, mais finalement je pense que le plaisir de lire a surpassé cette peur, puisque la preuve c'est que j'ai continué à lire, et finalement à écrire aussi moi-même. Est-ce qu'il y a un Stephen King qui vous vient en mémoire comme ça et qui vous a marqué vraiment avant Oui, tous les autres? oui, alors je pense que ça, donc ça, le ça de Stephen King m'a vraiment marqué. Des enfants qui affrontent leur propre peur. Il y a une espèce de mise en abîme quand on lit ce livre, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à la place de ces jeunes. J'ai ressenti ces peurs-là. C'est un roman où à la fin, je me souviens avoir pleuré. Parce que c'est très triste la fin de ce livre, où la mémoire s'efface et puis ils savent plus ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça assez horrible après toutes les aventures qu'ils ont traversées. Et, euh, et c'est ça. Et la force de cet auteur, Stephen King, c'est que c'est incroyable, parce que j'ai lu ça, j'avais 13 ans, j'en ai plus de 40. Donc ça fait plus de 30 ans. Et, et c'est très rare les bouquins dont je me rappelle aussi bien. Donc il a une vraie force dans son écriture, une capacité à nous emmener, et puis à des années et des années plus tard, à encore impacter nos esprits. À chaque fois que je lis ou que j'écris, je pense aussi à ces histoires. Donc voilà, ça c'était une vraie découverte, quoi. C'est émouvant, ça fait très peur. Moi, j'ai des souvenirs de lecture adolescent, alors de Stephen King ou je vous écoute, je pense à American Psycho de Bret Easton Ellis, Oui. où je suis pas capable de lire certaines pages et je suis obligé de sauter des pages. Ça vous est arrivé, vous? Oui, alors celui-là en particulier, American Psycho, parce que c'est un roman dans lequel il y a des scènes plutôt terribles, terrifiantes, au sens un peu écœurantes, parce qu'il y a des histoires de torture et tout. C'était pas vraiment le truc de Stephen King. Donc c'est une autre forme de peur et d'horreur. En plus, Bret Easton Ellis, c'est quelque chose finalement qui pourrait exister dans la vraie vie. C'est les tueurs en série, enfin, etc. Sauter des pages, oui, je l'ai fait beaucoup, justement, quand j'étais ado. Alors, pas sauter des pages, mais peut-être me mettre les mains devant les yeux et puis prendre un peu de temps. Aujourd'hui, non, ça ne m'arrive plus, parce que, justement, je suis attiré par ça. C'est-à-dire que attiré à la fois en tant que lecteur, mais aussi en tant que romancier. Dès qu'il y a quelque chose qui va lever de l'émotion en moi, que ce soit de la peur ou de la surprise ou de la terreur, du suspense. Au contraire, je vais me dire, mais comment il fait pour susciter les émotions? Parce que pour moi, écrire, c'est essayer de transmettre des émotions à un lecteur. C'est ça pour moi l'écriture, raconter des histoires, c'est cette capacité-là qu'avait Stephen King quand j'étais plus jeune. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est peut-être même ça qui m'a mené à l'écriture finalement. Guillaume Musso nous expliquait que lui, sa maman, l'avait incité à lire, l'avait poussé à lire et avoir des lectures les plus éclectiques possibles. Est-ce que vous avez eu un ou une guide, ou est-ce que vous vous êtes fait un peu tout seul en tant que lecteur? Non, je me suis fait vraiment tout seul. Voilà, parce que je n'étais pas dans une famille de lecteurs, donc je découvrais moi-même, j'allais sur les brocantes, je savais qu'il y avait Stephen King, et puis je discutais avec la personne, il me disait, ah bah tu devrais lire ça, ça. Alors j'ai eu la chance aussi d'avoir un professeur en troisième qui était extraordinaire. Bon, on lisait du classique, hein, et des choses pas forcément rigolotes, mais il avait une telle faculté, une telle passion lui-même dans son métier qu'il a... Par exemple, je me souviens de Salammbô, enfin, de ce roman-là, qui est quand même quelque chose de... Quand on lit ça en troisième, c'est pas le truc le plus simple à lire, mais il avait une telle manière d'expliquer ce qu'avait pensé l'auteur que ça m'a beaucoup marqué. Donc ça m'a ouvert aussi vers des auteurs comme après Zola, Germinal, enfin ce genre de récits. Le Horla aussi, enfin, j'ai lu Le Horla en troisième, encore avec ce prof-là. Et Le Horla, pour moi, ça fait partie des références, hein. Je m'en inspire beaucoup dans mes histoires, je le cite, parce que je trouve que c'est un texte, une nouvelle extrêmement forte en quelques pages, de réussir à nous immerger dans la peur la plus profonde. Et voilà, j'essaye de comprendre comment on peut embarquer un lecteur en si peu de pages dans un univers. Et le Franck Tillier qu'on connaît écrivain, il a toujours des lectures très différentes des romans qu'il écrit.
Oui, alors oui, non, parce que je reste quand même... j'adore le polar, hein, c'est mon univers, le thriller, donc je reste quand même, on va dire, la grosse partie des livres que je lis sont des livres de cet univers-là. Pour deux raisons. La première, c'est que j'adore ça et j'ai toujours aimé ça, donc j'en lis. La deuxième, c'est qu'en tant que romancier et auteur qui s'intéresse au mécanisme de la peur, du suspense, de la construction d'intrigues, eh bien, j'essaye de comprendre comment les autres font. Ça fait aussi partie de l'écriture. Donc, dans l'année, parfois, quand il y a un gros succès dont on entend parler, le polar de l'année, etc., je l'achète, je le mets de côté, et puis je dis, je lirai ça quand j'aurai le temps, pour essayer de comprendre, voilà, ce qui peut susciter l'engouement. Je lis beaucoup de livres en rapport aussi avec les recherches que je fais pour mes propres romans. Donc, il y a parfois, là, c'est très, très éclectique, très varié. Ça peut être des livres un peu plus philosophiques, des livres un peu plus scientifiques. Ça va être des romans qui traitent de ce sujet-là. Donc là, c'est très très varié. Et puis, voilà, quelques classiques. Finalement, ça occupe pas mal l'année, toutes ces lectures, quand on les additionne à l'écriture des romans. Mais voilà, mais je suis resté très polar et polar français. J'aime beaucoup mes collègues français. Je trouve qu'il y a aujourd'hui qu'il y a une vraie patte française. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, c'était les Américains, voilà, on avait que ça à la bouche. Et puis il y a 10 ans, 10-15 ans, c'était les pays nordiques, les romans qui viennent de tout là-haut. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a cette vague, vraiment cette vague française. Vous avez cité Guillaume Musso qui se met au thriller, au polar, parce qu'avant c'était un peu plus fantastique. Et puis d'autres auteurs très variés, Bernard Minier, Michel Bussy, Karine Gébel, Caril Ferré, qui ont tous vraiment leur plume, leur univers, leur manière de raconter les histoires, et qui fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un livre pour chaque lecteur. Et ça, les gens le sentent bien et vont de plus en plus vers le polar français, je trouve. Alors, le nouveau Franck Thilly s'appelle Le manuscrit inachevé. C'est sans doute un des livres les plus difficiles à pitcher du moment, parce qu'il y a un livre dans le livre, j'allais dire. C'est une sorte de poupée russe. Est-ce que vous pouvez le pitcher pour les gens qui nous écoutent ? Je vais essayer, même moi j'ai du mal. C'est dire. Oui, parce qu'il y a plusieurs intrigues, c'est un peu comme une boîte de Pandore. Alors, je dirais que l'une des intrigues principales, c'est l'histoire d'une romancière qui s'appelle Léane, qui a vécu un drame 4 ans plus tôt, puisque sa fille a été kidnappée. Et au début du roman, elle apprend que sa fille a probablement été assassinée, puisque un assassin a été attrapé. Et il revendique le crime, sauf qu'il ne livre pas par jeu pervers l'endroit où se trouve le corps. Donc voilà, tout le monde est persuadé que la fille est morte. Ce drame a fait qu'elle est tombée en rupture avec son mari. Elle a quitté le nord de la France où elle habitait pour aller sur Paris. Et au début du roman, toujours, son mari est agressé. Elle retourne dans le nord et elle se rend compte, dans leur maison, qu'il y a des indices qui indiquent peut-être que sa fille est toujours vivante. Elle veut interroger son mari, mais comme il est agressé, il a perdu la mémoire. Donc il est incapable de lui raconter. Ça, c'est la partie romancière. Après, il y a une partie flic, une deuxième enquête où on découvre un cadavre dans un coffre. Donc ça démarre en parallèle. Et puis, effectivement, cette histoire qu'on lit, c'est un manuscrit qui a été trouvé dans un grenier par le fils d'un écrivain qui est mort, qui s'appelait Caleb, qui est un grand auteur de thriller. Donc le fils trouve ce roman dont il manque la fin. Et donc, dans le prologue du livre, c'est marqué « Je suis le fils du célèbre Caleb, il manque la fin ». Donc, c'est moi qui ai tenté d'écrire cette fin. Et le roman que vous, lecteurs, allez lire, c'est le roman de mon père avec ma fin à moi. Et donc, voilà. En fait, finalement, l'histoire de cette romancière qu'on lit, c'est l'histoire de ce manuscrit trouvé dans un grenier. Donc, voilà, il y a toute une espèce de mise en abîme du métier d'écrivain que j'ai trouvé extrêmement intéressante à mettre en place. Vous avez pris du plaisir à construire cette histoire ou est-ce que vous êtes un petit peu arraché les cheveux ? Les deux, mais en fait, m'arracher les cheveux, ça me procure du plaisir. On en parlait tout à l'heure, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'adore écrire des histoires complexes et je pense que les lecteurs qui lisent ce genre-là adorent quand c'est complexe. D'ailleurs, ils ont cette exigence-là d'avoir à faire des histoires très originales, parce que les lecteurs qui lisent des polars sont des experts un peu, c'est-à-dire qu'ils... ils savent comment fonctionnent les enquêtes, ils en lisent beaucoup, donc ils ont l'habitude. Donc il faut les surprendre en permanence. Et donc finalement, c'est un peu un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que je suis le chat, ils sont la souris, ou l'inverse, et quand ils ouvrent le livre, on joue à ce jeu-là.
Et moi, j'adore faire des histoires comme ça, où je brouille les pistes, où il y a des fausses pistes, des faux semblants, et toujours avec une espèce d'originalité qui vient par-dessus l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire que je raconte, et j'aime bien utiliser le support dans lequel je le raconte, c'est-à-dire là, un livre, et je me dis, bah oui, cette histoire, elle est dans un livre, donc pourquoi ne pas utiliser le livre, le papier, pour rajouter quelque chose en plus? D'où cette histoire finalement de manuscrit dans le manuscrit, un peu dans le manuscrit, encore une couche supplémentaire. J'adore ça, et ce qui fait un peu l'originalité des romans. J'en ai quand même écrit 17, et donc d'un roman à l'autre, il faut toujours que j'essaye de trouver de nouvelles pistes pour surprendre à chaque fois le lecteur. C'est vrai que vous auriez pu vous contenter d'une, voire deux intrigues. Et là, vous avez vraiment choisi de vous compliquer le boulot. Oui, et je pense que moi j'adore ce qui est compliqué. Hein. Je suis scientifique à la base, enfin scientifique, j'étais ingénieur en informatique, j'ai fait des études scientifiques, et tout ce qui est compliqué, j'aime. Après, la difficulté, c'est que ce qui est compliqué, il faut le transformer en écriture. Il ne faut pas que le lecteur soit perdu, ça c'est quelque chose de primordial. Donc il faut presque le tenir par la main, lui dire voilà, tu vas entrer dans mon univers, tu vas devoir trouver par toi-même ce que j'essaye de raconter, mais je te guide un petit peu. Et ça, c'est un peu, ça c'est quelque chose qu'on apprend en écrivant, en discutant avec les lecteurs. Je parlais tout à l'heure de regarder un peu ce qui se fait autour pour savoir comment on crée du suspense. Hein. Moi, je regardais beaucoup de films aussi, et puis quand on regarde un film de Hitchcock, voilà, de dire mais comment il a décortiqué, pourquoi telle scène on a peur, pourquoi là on sursaute. Et donc le roman, c'est un ensemble c'est tout ça, c'est un peu tout ça. Donc il y a l'histoire qu'on raconte, sa complexité, et puis il y a la manière dont on la raconte, et la manière dont on va révéler au fur et à mesure de l'écriture ou de la lecture les éléments au moment où le lecteur les attend. Et le suspense, pour moi, c'est ça, c'est révéler le bon indice au moment, juste un peu avant que le lecteur, ou après. En tout cas, il faut le révéler au bon moment pour que le lecteur, il y a quelque chose qui se dégage en lui, une espèce de... Le circuit de la récompense qui un peu lui procure, il dit ah mais j'ai trouvé, j'ai compris, et ça lui procure une envie de continuer à lire en fait. Est-ce qu'il n'y a que la littérature qui procure ce genre d'émotions complexes? Non, je pense que l'art de manière générale, c'est-à-dire quand on regarde un film, quand on écoute une musique, quand on regarde un tableau, enfin, et suivant évidemment la passion qu'on peut avoir par rapport à l'œuvre à laquelle on est confronté, c'est-à-dire que si vous êtes face à un tableau, mais vous n'avez pas l'habitude de voir des tableaux, vous allez ressentir quelque chose, mais peut-être moins que celui qui a l'habitude et qui va pouvoir décortiquer ce tableau, et qui va ressentir ce qu'a pu mettre l'artiste dans ce tableau. Et le roman, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les gens ce sont des gens qui lisent à la base et qui adorent ça. Et donc, il y a la complexité, pour moi, elle est dans toute œuvre artistique. La notion de plaisir est partout. Je crois que c'est ça qui fait que... Le plaisir est extrêmement important dans l'art de manière générale, de ressentir le plaisir, ou l'émotion d'ailleurs. L'émotion, c'est-à-dire de ressentir quelque chose de très très fort quand on est face à une œuvre, à une chanson. Moi, je veux dire, j'adore écouter des chansons. J'ai encore parfois des chansons que je connais, que j'écoutais ça quand j'avais 10-15 ans, et qui me dresse encore les poils, et ça me fait ça avec certains livres, avec certains films. Bon, quelle chanson vous dresse encore les poils? Non, mais par exemple, moi, Hotel California, moi j'adore cette chanson. Enfin, les guitares, parce qu'en plus ça me fait voyager. Enfin, je pense aux grands espaces américains quand j'écoute la chanson, aux vieux motels au bord de la route. Et donc il y a ce qui se passe à l'écoute, et puis il y a ce qui se passe. Elle me génère un tas de sensations visuelles qui me font voyager. On en parlait tout à l'heure, mais c'est ça, c'est-à-dire par un livre, par une œuvre, d'être emmené ailleurs et d'oublier tout ce qui se passe autour de soi. Alors sur le format quand même, vous écrivez pour la télévision aussi, est-ce que quand même dans la littérature on peut dire que vous avez une liberté totale, là où sur un autre format comme la télévision en l'occurrence, on est beaucoup plus calibré, beaucoup plus limité? Est-ce qu'avec la littérature, est-ce que vous pouvez comparer un peu les deux exercices? Et est-ce que, peut-être que je me trompe, mais je pense que dans la littérature, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Ah oui, mais complètement. Alors moi, je fais les deux, effectivement. Alors la littérature, c'est la liberté absolue d'écrire ce qu'on veut et de s'exprimer de la manière la plus forte et aller le plus loin qu'on peut. Ça, c'est la vraie liberté de l'artiste ou de l'écrivain. Le scénario, l'écriture pour la télé, pour le cinéma, c'est quelque chose où il y a plus de restrictions. C'est-à-dire que, alors, notamment pour la télé, il y a deux choses
restrictives pour moi. La première, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que voilà, quand on écrit une histoire, il faut faire attention à ce qu'elle ne coûte pas trop cher. Donc ça va brider un peu l'univers. Et puis le public, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte très forte aussi pour la télé, c'est vous devez écrire un polar, quelque chose qui fait peur, mais attention, un enfant de 10 ans doit pouvoir regarder. Donc c'est un peu paradoxal, on se dit mais on doit écrire un polar qui fait un peu peur, mais en même temps les enfants doivent pouvoir regarder. Et donc ça crée une espèce de sphère à l'intérieur de laquelle on doit écrire, on doit créer nos histoires. C'est bien, c'est si on en a conscience avant de commencer à écrire, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, aujourd'hui, on connaît les contraintes, on sait qu'on ne doit pas sortir de cette sphère, mais à l'intérieur de cette sphère, on peut raconter tout un tas d'histoires qui peuvent être formidables. L'argent n'a jamais été empêché d'écrire des histoires, je pense à certains huis clos, où il y a très peu de décors, mais qui sont des films absolument extraordinaires. Je sais pas, quelque chose comme ça qui me vient, mais en huis clos... je sais pas, garde à vue, où la majeure partie du film se passe dans une salle sur cour d'Hitchcock. Sur cour. La corde, qui se passe dans une pièce, quoi. Donc c'est pas forcément des histoires de coups. Donc on peut s'en sortir. C'est juste des contraintes dont il faut avoir conscience au départ. Et je trouve que ce sont deux bons exercices qui se complètent pour moi. Par exemple, écrire pour la télé, ça m'apprend à faire de bons dialogues, parce que les dialogues sont extrêmement importants. Et donc les bons dialogues, j'essaye de les reporter dans mes livres. Écrire pour la télé oblige à avoir une écriture très visuelle, puisque quand on écrit pour la télé, il n'y a pas de pensée de personnage, il n'y a que des images et des dialogues. Et donc ça permet aussi de rendre les livres beaucoup plus cinématographiques. Ce que je recherche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire passer des émotions, des sensations. Et je trouve qu'elles passent beaucoup plus facilement quand on ressent le livre. Et le fait de ressentir quelque chose, ça se fait par nos 5 sens, en fait. Et donc voilà. Et l'écriture des romans, évidemment, me sert dans les scénarios parce que ça me sert à raconter des histoires. Et puis à bien écrire les scénarios parce que vous savez, en fait, un scénario bien écrit, c'est beaucoup plus agréable à lire pour les comédiens, pour les réalisateurs. Et ils disent « Ah, mais c'est bien écrit ». Donc ils ont envie de le lire, finalement. Donc c'est quelque chose aussi, une brique en plus, on va dire, pour convaincre. Est-ce que lire et être un écrivain aujourd'hui, c'est un peu être un résistant quelque part? Dans un monde d'images, dans un monde d'Internet où notre attention est constamment sollicitée, est-ce que lire et écrire, c'est pas quelque part être un peu, oui, un rebelle? Oui, c'est être un peu un rebelle, c'est avoir envie de laisser finalement une trace je pense, de ce qu'est la société à un moment donné. C'est-à-dire que... je trouve ça formidable quand on lit un livre américain, un polar américain des années 20 ou 30, d'avoir cette image de se dire tiens, New York, Boston était comme ça dans ces années-là, avec tel personnage, avec tel problème, et de se dire oui, il n'y a que le livre qui peut m'apporter ça. Et voilà, donc moi j'ai un peu ça, c'est-à-dire que quand j'écris mes romans, je me dis, évidemment à mon niveau, avec mes livres à moi, peut-être laisser une photographie de ce qu'est la société à ce moment-là, dans le thème que j'ai envie de traiter. Moi, ce sont des thèmes un peu plutôt scientifiques, c'est-à-dire que je parle beaucoup des dérives de la science. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de la science et qui est mal intentionné, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Et aujourd'hui, les datas, la biologie, tout ça, tout va très vite et on peut aller très très loin dans les déviances. Et ça m'intéresse. Donc j'aime bien être sur cette frontière-là, de me dire, voilà, j'écris un livre qui se passe en 2016, 2017, 2018, et puis peut-être dans 10 ans, quand on lira ce livre, on se dira, tiens, la photographie de la société à ce moment-là, c'était celle-là, à travers un polar, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un documentaire, ce que j'écris, c'est d'abord une histoire passionnante qui va nous embarquer, qui va nous faire voyager, mais il y a cette espèce de petit message supplémentaire, cet acte de dire, tiens, je vais quand même essayer de faire passer des petites choses en plus de mon histoire, qui aurait pu être juste une histoire suspense, mais qui, en plus, va faire se lever des interrogations dans la tête de mon lecteur. Et le moment où on lit, est-ce qu'il est de plus en plus précieux d'après vous? Dans la société dans laquelle nous sommes, je reviens aux réseaux sociaux, mais où on est constamment en train de lire des trucs, c'est pas vraiment des textes, mais on est constamment en train de lire des petites informations, des petites polémiques, et jamais des longs récits. Est-ce que c'est dans la société actuelle, lire, c'est aussi une manière de s'extraire de tout ça? Mais oui, de faire pause. Oui, mais vraiment. Alors déjà, c'est un acte extrêmement précieux parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fonctionne
quasiment en temps de cerveau disponible, c'est-à-dire on a des journées de 24 heures, on a un cerveau, et puis on dit, bah tiens, je fais du téléphone, je fais de l'internet, je fais de la tablette, et tout ça, ça prend du temps de cerveau. Et donc de se dire, il faut que j'accorde du temps à un livre, c'est déjà faire un effort. Donc il y a déjà cet effort pour aller vers le livre. Et je trouve qu'il faut que les gens fassent cet effort-là pour éviter finalement d'être envahis par ces machines, par ces réseaux sociaux qui nous guident quelque part. C'est-à-dire qu'il y a tellement de robots d'intelligence un peu artificielle dans tous ces réseaux qu'on a juste à se laisser guider, puis on en vient à naviguer, mais sans trop réfléchir. Et le livre, justement, c'est se couper de tout ça à un moment donné, et de dire, voilà, je prends un peu mon destin en main, c'est-à-dire là, c'est moi qui lis, je fais ce que je veux, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire, et je suis face à mon livre. Et ça, voilà, c'est ça qu'on essaye aussi de défendre, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, alors nous on le fait, enfin moi je le fais parce que je suis de la génération quand même, où il y avait, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'internet, ça n'existait pas, donc il y avait ce livre qui était là. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens se battent pour continuer à transmettre ça à des jeunes, parce que pour les jeunes, ce qui vient en premier, nous quand on était plus jeunes, c'était plutôt des livres. Eux, c'est des téléphones, des tablettes, et donc il faut que le livre aussi, papier, arrive aussi parmi tous ces objets. Et je pense que voilà, c'est des questions de transmission, c'est aussi aux parents et à des gens plutôt qui ont bonne conscience de dire, mais quittez un peu tout ce monde robotisé, et puis évadez-vous dans un bon livre. Donc voilà, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est pour ça aussi que le livre continue vraiment à résister, à exister. Parce qu'il y a quelques années, on disait mais le livre numérique débarque. Alors, ça restait un livre, hein, mais vous allez voir, dans 3 ans, il n'y aura plus un seul livre papier. Et au contraire, ça résiste. C'est-à-dire, le livre papier est toujours là. On le voit entre les mains des jeunes. Harry Potter, voilà, ils ont des gros bouquins de 500 pages. Et de voir quelqu'un de 13 ans avec ce livre, on se dit, mais c'est un combat formidable. Enfin, c'est quelque chose de formidable. Et donc, voilà, je pense que le livre a quand même encore de beaux jours devant lui. Les ventes de livres sont relativement stables, donc ça prouve qu'il y a toujours des lecteurs. Malgré tout, il est quand même menacé, vous pensez ? Non, je pense pas. Je pense pas. Le numérique, ça fait des années qu'il existe, mais un livre numérique, ça reste un livre. Les gens continuent à entrer dans les librairies. Alors, les librairies, c'est vrai qu'elles ont eu des temps durs, hein, extrêmement durs. Je pense plus par rapport à des gros sites, parce que les gros sites vendaient des livres en ligne. Mais ouais, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Les gens sont quand même attachés à des choses plus anciennes qui les coupent. On a bien conscience aujourd'hui que si on se laisse aller trop facilement dans cet univers, tout devient trop virtuel, trop factice. Et le livre, c'est quelque chose de physique finalement qui, je trouve, nous rattache à la réalité. Et les ventes de livres sont extrêmement bonnes, elles perdurent. Je crois que c'est l'un des domaines artistiques qui baisse le moins d'une année sur l'autre. Donc voilà, nous on est très heureux, ça résiste. Et puis le livre, c'est quand même c'est un peu l'histoire de notre humanité. C'est-à-dire que moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur, mais de me dire, mais nous, on a toujours eu les livres des anciens. Heureusement que les livres étaient là pour transcrire ce qui était l'humanité, voilà, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Mais des fois, je me projette, je me dis, mais si un jour, il n'y a plus de livres, dans 1000 ans, comment on saura comment était le monde, puisqu'on n'aura plus les livres. Alors, on aura évidemment les ordinateurs, mais où c'est stocké, tout ça, comment ça se passe, c'est encore aujourd'hui la grosse inconnue. Vous avez des enfants, Franck ? Oui, 2 garçons. Est-ce qu'ils lisent beaucoup, un peu, ou pas assez d'après vous ? Alors j'en ai un qui lit, ils ont 12 ans et 16 ans, j'en ai un qui lit beaucoup, mais qui est plutôt manga, ce qui est bien, hein, c'est de la lecture, c'est un jeune, il a 12 ans, et l'autre c'est un peu plus compliqué. Alors lui, il a 16 ans, il est un peu plus scientifique, il est un peu comme son père, donc voilà, c'est plus les maths, la physique, mais il lit des BD, et puis j'essaye un peu de toute façon, il sait que j'écris, hein, donc j'essaye un peu de le pousser dans ce sens-là, mais il faut leur mettre des livres entre les mains. Après, il faut les laisser décider, hein. Puis ils sont forcément curieux, intrigués, donc à un moment donné, ils vont les ouvrir, ces livres. Ce qui compte, c'est que les livres soient présents autour d'eux et qu'on en parle. Mais sinon, c'est vrai qu'ils seraient plus enclins à aller sur la tablette ou sur un écran numérique. Oui, ils grandissent là-dedans. En même temps, ça fait partie de l'évolution, vraiment. Hein.
J'en suis le premier conscient en tant qu'ancien scientifique aujourd'hui. À nous de nous adapter, c'est-à-dire à nous, les parents, les plus anciens, entre guillemets, de nous adapter aux jeunes et à ce monde-là qui évolue très vite. Moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais mes parents un peu ringards qui me disaient « Ah, mais tu devrais pas faire ça ou ça. » Et donc, je me mets un peu à la place des jeunes et je me dis « Bah oui, ils vivent dans ce monde-là, dans ce monde de technologie, donc ils y ont accès, donc laissons-les faire. Mais gardons quand même un peu un œil vigilant, c'est important. Parce que les machines peuvent les engloutir très très facilement. C'est un peu la solution de facilité de mettre un gamin devant une console et puis à 8h du matin on le reprend à 18h, il n'a pas bougé, il n'a pas parlé, il n'a pas fait un bruit, on n'est pas embêté. Mais je pense que c'est notre responsabilité de parents vraiment de faire la part des choses et de leur ouvrir l'esprit au-delà des machines et de l'internet, montrer qu'il y a d'autres formes artistiques qui sont autour d'eux et donc de les éveiller aussi de ce point de vue-là. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de lire vos livres ? Alors ils ont lu les BD parce que j'ai des adaptations BD. Donc le plus jeune s'est lancé dessus quand elles sont sorties. Donc, mais lui il est très très intrigué, celui qui a 12 ans, d'aller vers mes livres. Donc je lui dis d'attendre encore un peu. Peut-être 14 ans c'est bien pour s'y mettre. En même temps, moi j'ai commencé à... Je suis mal placé pour le dire parce que j'ai commencé à 12-13 ans. Vous avez vu ce que je suis devenu, écrivain. Mais non, je vais pas les freiner là-dessus, ils sont intrigués. Celui de 16 ans, non, il a un peu plus de mal, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a peur de me découvrir sous une autre facette ? Parce qu'il sait que c'est... Vous pensez qu'ils vont avoir peur de leur père tout d'un coup ? Ça pourrait leur faire peur. Ils pourraient se poser des questions. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... Parfois, il arrive des malheurs aux enfants dans vos livres. Oui, justement. Donc, pour l'instant, ça va. Je dis, bon, vous lirez plus tard. Si, parmi les gens qui nous écoutent, on a envie de découvrir Franck Thillier, est-ce qu'il y a un roman par lequel il faut commencer, plus qu'un autre ? Bon, c'est toujours très compliqué. J'ai deux univers. J'ai l'univers thriller, suspense, et j'ai l'univers très policier, 36 quai des Orfèvres, avec un couple de personnages qui revient. Donc, si vous êtes plus suspense, frisson, j'ai par exemple Vertige, qui est très bien, Puzzle, des romans, ce que j'appelle les one-shot, c'est-à-dire indépendants, qui sont vraiment dans la mécanique de la peur, des aventures noires, très sombres. Et puis après, avec mes personnages récurrents de flics, ce que les gens aiment beaucoup, c'est commencé par le début, donc peut-être La Chambre des Morts, qui est l'un des plus anciens, il est de 2004. Il y a une adaptation cinématographique avec Mélanie Laurent et Jules Lelouch, qui était très réussie. Donc c'est pas mal pour attaquer. Et sinon, vous pouvez commencer par la fusion des deux, le livre où les deux personnages de flics se rejoignent, qui est le syndrome E, qui est aussi un bon moyen d'attaquer la lecture, parce qu'il y en a 17, donc c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Ces lecteurs que vous avez gagnés au fil des années, vous entretenez quel type de rapport avec eux ? Est-ce que vous discutez beaucoup ? Est-ce que ce sont des fans ? Est-ce qu'ils sont vos premiers critiques aussi ? Comment ça se passe avec les lecteurs ? J'ai une relation très forte avec les lecteurs. C'est-à-dire que j'écris mes romans et puis j'aime beaucoup aller, une fois que les romans sont écrits, d'aller discuter avec eux. Je fais beaucoup de dédicaces en librairie, dans les salons du livre, dans les lycées, les bibliothèques. Et c'est vraiment des échanges à chaque fois très très intéressants. Ça fait plaisir de discuter avec eux, ça leur fait plaisir de me rencontrer. Et puis j'apprends beaucoup d'eux parce que, en fait, quand on écrit des romans, des histoires comme ça très complexes, on ne sait pas trop ce qu'elles valent. Enfin, on se doute on espère qu'elles vont plaire. Et puis les lecteurs les lisent et puis ils viennent vers vous. Et je leur pose des questions. Je leur dis alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Donc ils disent mais ça on a beaucoup aimé, mais là j'ai un peu moins aimé parce qu'il y a un truc qui fonctionnait pas. Et ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que par leur retour, j'apprends aussi à évoluer, à m'améliorer. Ce sont eux aussi qui décident du destin de mes personnages, quasiment. C'est-à-dire qu'ils adorent les personnages récurrents de Charcot et Hennebelle, mon couple de flics. Et à un moment donné, j'étais très très noir dans les histoires que je racontais. Il leur arrivait tout un tas de choses horribles à ces personnages. Et ils venaient me voir, les lecteurs me disaient « Ah, mais laissez-les un peu tranquilles, ils ont besoin de respirer un peu. » Mais je me suis dit « Mais oui, ils ont raison. Les phases de respiration, tout ça, c'est quelque chose finalement... presque essentiel dans un livre, et donc je me suis dit oui, voilà. Donc finalement ce sont les lecteurs qui je prends un peu la température à chaque livre, d'avoir leur ressenti,
et puis ça me guide aussi pour les livres suivants. Je trouve qu'un livre, c'est une espèce de communion entre un auteur et un lecteur. On écrit du roman, et pour moi, le mot roman, c'est une histoire destinée à être lue. Hein. On n'écrit pas pour soi, c'est pas une autobiographie, un essai philosophique sur je ne sais quoi, c'est un roman. Donc quelque chose qu'on offre à nos lecteurs. Donc c'est extrêmement important que ce qu'on offre, qu'il soit bien reçu. Et donc, quand on offre un cadeau, on a envie, entre guillemets un cadeau, on a envie de savoir si ça a plu. Donc moi, je trouve ça extrêmement important d'avoir cette relation de proximité avec les lecteurs. Tous les écrivains n'auraient pas forcément le même discours. Est-ce que c'est parce que vous êtes un écrivain de romans populaires au bon sens du terme? Pour vous, l'avis du public, il est important? Vous n'êtes pas une espèce de demi-dieu qui écrit des livres, et puis allez-y, recevez-les? Oui, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. Non, c'est ça. Je suis un écrivain qui écrit pour les gens. Vraiment, vraiment, ça c'est ma... Et de procurer du plaisir aux gens, et quelle que soit la personne qui est en face de moi, moi c'est une récompense. Vous savez, je fais beaucoup de salons du livre, et pour moi la plus belle récompense, c'est un jour une personne qui vient vous voir, qui a 45 ans, qui travaille à l'usine et qui vous dit, voilà, ça faisait 25 ans que j'avais arrêté de lire depuis l'école, et puis grâce à votre livre, je me suis remis à lire. Et pour moi, c'est ça le roman populaire, c'est-à-dire c'est faire à un moment donné que cette personne-là, qui ne lisait plus, se remette à lire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le livre est arrivé entre ses mains à un moment donné, il l'a ouvert, il a trouvé ça intéressant, il s'est dit, mais ça l'a passionné. Et donc, il faut aussi que ce roman-là puisse le toucher lui, ouvrier dans l'usine, mais il peut aussi toucher un médecin, il peut aussi toucher un professeur. Et c'est ça le roman populaire, c'est pas pour moi une classe de population, c'est tout le monde. Donc finalement, c'est de raconter des histoires universelles avec des thèmes qui nous touchent tous, quel que soit notre niveau social. Quand on parle de la violence, on est tous concernés par la violence. Quand on parle de la peur, quand on parle de grands sujets de société, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça être populaire, c'est-à-dire de parler à tout le monde et d'avoir des personnages qui parlent à tout le monde. Mes personnages de flics sont très attachants, ils ont leurs problèmes comme tout le monde, et c'est ça qui les rend empathiques. Et c'est pour ça qu'on a envie de partager leurs aventures. Franck, quel est le dernier roman qui vous a vraiment fait vibrer? Oui, c'est un roman, un premier roman l'auteur s'appelle Gabriel Talent, il est américain, et ça s'appelle My Absolute Darling. J'ai trouvé ce roman extraordinaire, je viens de le finir là il y a quelques jours. C'est chez Gallmeister. Alors, ce sont des romans nature. Moi, j'aime beaucoup les romans où la nature a une place importante. Et là, cette histoire-là, c'est du roman noir, très noir, parce que c'est une histoire qui tourne un peu autour de l'inceste, mais écrite d'une manière extrêmement hallucinante, très poétique, avec une vraie relation, enfin des personnages extrêmement forts. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que c'est un premier roman, et c'est extraordinaire, parce que l'auteur a mis plus de 10 ans à l'écrire, et ça se sent. Et c'était passionnant, et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un rythme extrêmement lent. Et je me dis, mais comment on peut réussir à attirer le lecteur avec un rythme très lent où il ne se passe pas grand-chose. Et ça m'intéresse aussi dans la mécanique, voilà, parce que moi, je suis dans tout l'opposé. Dans mes romans, tout se passe très vite, à 100 à l'heure, et je me dis, il y a quelque chose aussi à creuser de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est une lecture que je conseille à toutes les personnes qui aiment des romans noirs et très profonds. Ah, justement, quel est le livre que vous aimeriez écrire? Il y en a tous les livres que j'ai pu lire et dont je me dis, mais ce livre est génial. Après, je pense que ça sera un roman de Stephen King. Alors, j'ai parlé de ça pourrait être Misery. Après, il y a les romans qui sont intouchables pour moi, mais qui finalement, on se dit, finalement... Par exemple, Des souris et des hommes de Steinbeck, parce que c'est un roman d'une profondeur extraordinaire, mais un petit roman, avec une écriture assez... pas très élaborée, a priori, parce que ce sont des personnages qui parlent dans leur parler un peu familier, mais il se dégage quelque chose d'extraordinaire à la lecture de ce livre, et c'est toute la force de ce roman, c'est-à-dire il a l'air simple à écrire, mais il y a toute la profondeur. Donc voilà, ce roman-là, mais globalement, écrire toutes les histoires qui m'ont fait vibrer, et dont je me dis, à quelle idée il a eu, c'est une idée absolument géniale, et j'aurais bien aimé la voir, quoi. Est-ce qu'il y a des livres que vous n'aimez pas lire du tout? Est-ce qu'il y a des livres qui ne vous rendent pas heureux du tout?
Les livres où je m'ennuie, alors moi je déteste m'ennuyer dans un livre, donc s'il faut lire des livres parce que le voisin l'a lu et dit « Ah mais tu devrais lire ça parce que voilà, on en parle, ça serait bien de le lire, ça ferait bien et tout ». Bon, ça peut m'arriver d'essayer, puis si au bout de 20 pages je m'ennuie, j'abandonne parce que je trouve que une histoire doit la première chose qu'elle doit faire, c'est nous procurer du plaisir, nous embarquer. Et puis le plaisir de l'un n'est pas forcément le plaisir de l'autre. C'est la force d'une histoire, d'un livre. Donc voilà, je n'ai pas de nom en particulier, mais non, il faut que le livre m'embarque vraiment dans un univers, avec des personnages, et ça, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a un type d'histoire que vous n'osez pas encore aborder, que vous pourriez aborder un jour ? Est-ce que Franck Tillier pourrait raconter une grande histoire d'amour ? Alors vous allez me dire que vous avez déjà raconté des histoires d'amour, hein. Charcot et Lucie, c'est une grande histoire d'amour, très compliquée. Oui. Mais est-ce que vous pourriez ne raconter que l'histoire d'amour ? Oui. Et pas tous les meurtres autour. Alors j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé, c'est-à-dire que quand je termine un roman, je me dis tiens, est-ce que je pourrais pas pas faire aussi noir, faire quelque chose d'un peu plus... Oui, pas une belle histoire d'amour. Rose. Oui. Et puis au bout de 10 pages, il y a un meurtre, donc ça marche pas. Non, il y a quelque chose qui me fascine dans les histoires d'amour, c'est l'amour impossible. Je trouve qu'un jour, j'essaierai de trouver l'idée. Je trouve que deux personnes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas s'aider, je trouve ça très fort. Par exemple, Roméo et Juliette, mais ou le voyage de Benjamin Button. C'est le voyage ou c'est l'étrange histoire. L'étrange histoire de Benjamin... Enfin, lui qui vieillit, qui rajeunit et les gens qui vieillissent. Et on peut s'aimer sur un moment très court et finalement il y en a un qui devient plus vieux et l'autre plus jeune. Ça, c'est une histoire d'amour impossible. Et moi, j'adore ça parce que sont des éléments paradoxaux et on peut faire des choses extrêmement fortes. Donc ça serait plus une histoire d'amour, mais avec un sujet comme ça, un peu peut-être science-fiction ou fantastique, où il y a cette dimension de deux personnes qui sont faites pour être ensemble mais qui ne peuvent pas s'aimer. Mais un peu comme Titanic aussi. Enfin, voilà, moi, ça m'émeut. Hein, c'est pas parce que j'écris des histoires très sombres que je ne suis pas sensible à ça. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire un peu plus dans mes romans noirs, c'est de glisser justement un peu plus de sentiments. Avant, c'était toujours très meurtre, très sombre. Et puis, finalement, de rajouter une complexité amoureuse, je trouve ça vraiment très intéressant. Votre prochaine lecture, vous savez déjà ce que c'est, à moins que vous ayez déjà un bouquin d'entamer sur votre table de chevet? Oui, je suis en train de lire, parce que je suis en train évidemment de me plonger dans le suivant, tout un tas de livres sur les sujets autour du transhumanisme, c'est-à-dire, justement, on en parlait tout à l'heure, le rapport que peut avoir l'homme par rapport aux machines qui nous entourent, l'homme connecté, l'homme amélioré, avec la dimension machine, Internet, et aussi la dimension biologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une science où on est capable de faire des choses extraordinaires en manipulation génétique. Et donc tout ça va extrêmement vite. Les frontières peuvent être franchies extrêmement facilement. Donc je suis en train de lire tout un tas de livres qui réfléchissent autour de ça. Donc plutôt une période, des lectures qui sont de l'ordre de la documentation, de la réflexion, de l'éthique. Voilà, vous allez écrire le prochain Terminator, en fait. Oui, ça... Alors, Terminator, c'est une vision extrêmement sombre des machines. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans le sujet. Quand on creuse le sujet, on se dit mais pourquoi les machines seraient méchantes ? Parce qu'en fait, les machines, ce sont les hommes qui les programment. Et elles sont là avant tout pour nous servir. Mais là, je suis dans ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet complètement d'actualité. Et il y a tout un tas de questions qui se posent et qui vont se poser à l'avenir autour de la place que doit prendre la machine dans la vie de chacun et dans le monde. Donc voilà, c'est un vrai sujet d'actualité. Et puis le roman sortira probablement l'année prochaine, donc on sera encore dans un beau sujet scientifique d'actualité. Bon, merci beaucoup Franck pour ce petit moment. C'était un vrai plaisir. Passer autour des livres. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Pour retrouver les références des livres cités par Franck Tillier durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture.